Au dîner de Noël, mamie a ri. Heureusement que tes parents ont payé tes prêts, a-t-elle dit. J'ai répondu, quel prêt? Maman a renversé son verre. Papa a marmonné, ce n'est pas ce que tu crois. Puis mamie s'est levée, et tout a changé. Mais attendez. L'histoire ne commence pas vraiment là. Pour que vous compreniez le silence glacial qui a suivi, pour que vous compreniez pourquoi ma simple question a figé le sang de toute ma famille, il faut rembobiner. Pas un peu. Il faut rembobiner de 8 ans. Bonjour à tous, et merci d'être là. Je m'appelle Alix, j'ai 26 ans. Et peu importe d'où vous me regardez, que ce soit le matin avec votre café ou tard dans la nuit, s'il vous plaît, restez avec moi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou même quel pays, vous m'écoutez en ce moment. Je suis vraiment curieuse de savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous. Ici, à Lyon, il est tard, et c'est toujours à cette heure-là que les souvenirs les plus difficiles remontent à la surface. Mon histoire, c'est celle de 8 années de mensonges. 8 années où j'ai cru être le problème. Aujourd'hui, je vis dans un studio de 15 mètres carrés à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Ce n'est pas le Lyon des cartes postales, croyez-moi. C'est le Lyon où les murs sont si fins que j'entends la télé de mon voisin comme si elle était dans ma propre chambre. Ma seule fenêtre donne sur une cour en béton gris. J'ai 2 boulots. La nuit, de 22h à 4h du matin, je suis ouvrière dans une boulangerie industrielle à Saint-Fond. L'odeur n'est pas celle, douce, du pain chaud. C'est une odeur âcre, chimique, de levure et de vanille artificielle qui s'imprègne dans mes cheveux, sous mes ongles, dans ma peau. Quand je sors, l'air froid du matin me brûle les poumons. Ensuite, je prends un bus de nuit qui me dépose à la Pardieu. De 5h à 8h, je suis technicienne de surface. Je nettoie les bureaux d'une grande tour avant que les employés en costume n'arrivent. L'odeur de levure est alors remplacée par celle, agressive, de l'eau de javel et du produit à vitre. Je dors en moyenne 5 heures par nuit. Je suis dans un état d'épuisement permanent. Il y a 6 mois, cet épuisement a failli me tuer. Une de mes dents de sagesse, incluse, s'est infectée. La douleur était inimaginable. Pas une petite douleur. Une douleur lancinante, électrique, qui partait de ma mâchoire et me transperçait le crâne jusqu'à la tempe. J'avais l'impression d'avoir un clou rouillé enfoncé dans l'os. Le dentiste du centre de santé publique a été formel, il faut l'enlever chirurgicalement, mademoiselle. Et vite. C'est un abcès. Le coût? 800 €. Non remboursé en totalité par la Sécu, et je n'avais pas de mutuelle. 800 €, c'était mon loyer et ma nourriture pour presque 2 mois. J'ai fait ce que je déteste le plus au monde. J'ai ravalé ma fierté. J'ai appelé ma mère, Martine. Ma voix tremblait de honte. Maman? J'ai un très gros problème de santé. Est-ce que je suis toujours sur votre mutuelle d'entreprise? Le soupir. J'ai d'abord entendu le soupir. Ce soupir que j'entends depuis l'enfance. Le soupir qui dit, encore toi. Encore un problème. Mais non, Alix, a-t-elle dit, d'une voix faussement patiente. Tu as 26 ans. Tu es trop vieille pour être sur notre mutuelle. Un mensonge. Je le sais maintenant. S'il vous plaît. J'ai commencé à pleurer. J'ai tellement mal. C'est 800 €. Je vous rembourserai, 50 € par mois, je promets. Hésitation. Attends, je te passe ton père. Mon père, Didier. Sa voix, toujours trop forte, a tonné. 800 €? Mais tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Écoute, Alix, on est très serré en ce moment. Prends un Doliprane. Prends sur toi. Ça va finir par passer. Ils ont raccroché. J'ai travaillé pendant 3 semaines avec un abcès. 3 semaines à pleurer de douleur en pétrissant la pâte, le goût du métal et de l'infection dans la bouche. J'ai fini par me la faire enlever dans un hôpital public, en urgence, après des semaines d'attente. Une anesthésie locale qui n'a pas tenu. J'ai tout senti. Je pensais que c'était le fond. Vraiment. Je pensais avoir touché le niveau maximum de l'indifférence de ma propre famille. J'avais tort.
tellement tort. Ce n'était que la surface. L'abîme, le vrai, je l'ai découvert ce fameux soir de Noël. Le 24 décembre au soir. J'ai pris le bus C6, puis la correspondance avec le 45. 1 heure et demie de trajet pour aller chez mes parents. Eux, ils n'habitent pas Vénissieux. Oh non. Ils ont un joli pavillon à Écully, une des banlieues chics de Lyon. Je suis arrivée. En entrant, le choc était toujours le même. La chaleur m'a frappé au visage. Les lumières étaient douces, le sapin immense, croulant sous des décorations en verre soufflé qui devaient coûter une fortune. L'odeur de la dinde au marron et du gratin dauphinois flottait dans l'air. C'était un décor de théâtre. Une mise en scène parfaite pour une famille parfaite. Ma sœur, Garance, 24 ans, était là, bien sûr. Garance est influenceuse style de vie. C'est-à-dire qu'elle passe ses journées à prendre des photos de café cher et de vêtements qu'on lui offre. Elle était radieuse, parlant très fort de son récent voyage de repérage à l'île Maurice pour son futur mariage. Un mariage grandiose, prévu dans un château près de Bordeaux. Le traiteur est incroyable, mais le Wi-Fi est un peu lent pour mes stories, se plaignait-elle. Mon frère, Bastien, 22 ans, était là aussi. Lui, c'est l'héritier. Il est en apprentissage dans un restaurant 3 étoiles à Paris, chez un de ces chefs célèbres qui passent à la télé. Il était arrogant, parlait de son mentor et critiquait le vin que mon père avait ouvert. Passable, papa. Juste passable. Il portait une montre neuve qui brillait sous la lumière. Et puis il y avait moi. Alix, 26 ans, l'ouvrière nettoyeuse. Je me suis assise à table, en essayant de cacher mes mains. Mes ongles étaient rongés, la peau de mes cuticules était à vif, brûlée par l'eau de Javel. Ma mère, Martine, m'a à peine regardée. Elle voletait autour de ses enfants préférés. Oh, Garance, tu es splendide. Bastien, mon chéri, tu as l'air fatigué. Puis son regard s'est posé sur moi. Alix. Tu devrais faire quelque chose pour tes cheveux. Ils sentent le renfermer. J'ai juste hoché la tête. C'est l'odeur de l'usine, maman. Puis mamie est arrivée. Ma grand-mère paternelle, Geneviève. Mamie, c'est un autre monde. Elle vit seule dans son vieil appartement de la Croix-Rousse, le quartier historique des Soyeux, les marchands de soie. Elle a tenu une petite mercerie toute sa vie. C'est une femme digne, silencieuse, avec un regard bleu acier qui semble voir à travers vous. C'est la seule personne de cette famille pour qui j'ai un semblant d'affection, même si elle a toujours été distante. Elle s'est assise. Le silence s'est fait. Son regard a balayé la table. Il s'est arrêté sur la montre de Bastien. Sur la bague de fiançailles de Garance. Sur mes bottes usées. Elle n'a rien dit. Le dîner était une performance. Papa racontait des blagues qu'il était le seul à trouver drôles, sa voix résonnant trop fort. Maman gloussait, remplissant les verres de vin un peu trop vite, un peu trop souvent. Garance et Bastien échangeaient des regards complices, comme s'ils étaient les seuls membres d'un club très fermé. Et moi, je mangeais en silence, essayant de me faire la plus petite possible. Vous connaissez ce genre de dîner de famille? Celui où tout le monde joue un rôle? Où chaque sourire est faux et où le silence pèse plus lourd que les conversations? C'est absolument épuisant, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça, et ce que vous avez ressenti. Comment est-ce que vous gérez ce genre d'hypocrisie? Je sentais le poids de leur jugement. La pauvre Alix. Celle qui n'avait pas réussi. Celle qui avait abandonné ses études. Celle qui, 6 mois plus tôt, avait osé mendier 800 €. La honte me brûlait la gorge, plus fort que le vin. Tout ce que je voulais, c'était que ce dîner se termine. Que je puisse rentrer dans mon 15 mètres carrés, mettre mes écouteurs et oublier que j'avais une famille. Je ne savais pas que j'étais sur le point d'assister à la fin, non pas du dîner, mais de ma famille tout entière. La seule chose qui manquait était l'étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et puis, au dessert, au moment de la bûche de Noël, mamie l'a fourni. Le dessert venait d'être servi. C'était une bûche de Noël spectaculaire, achetée chez un grand pâtissier lyonnais. Garance, bien sûr,
prenait des photos sous tous les angles pour son Instagram. La lumière est nulle ici, maman, tu ne peux pas faire quelque chose? Bastien, lui, critiquait déjà. Le biscuit est un peu sec. Le glaçage manque de brillance. C'est à ce moment précis que mamie Geneviève s'est tournée vers moi. Elle avait un sourire rare aux lèvres. Un sourire authentique. Avec le recul, je pense, sincèrement, qu'elle essayait d'être gentille. Elle essayait de me trouver quelque chose de positif, une chance, dans la vie qu'elle percevait comme étant terne et difficile. Alix, ma petite, a-t-elle commencé, en levant sa flûte de crément. J'ai levé les yeux, surprise qu'elle s'adresse à moi. Tu n'as peut-être pas le mariage grandiose de ta sœur ou le stage prestigieux de ton frère? J'ai senti mon estomac se nouer. Je m'attendais à une pique, à une humiliation déguisée. Mais au moins, a-t-elle continué en riant presque, tu as bien de la chance. Tu n'as aucune dette, toi. Tu pars de zéro. Tu as la chance que tes parents aient été assez prévoyants pour rembourser tous tes prêts étudiants. Le silence. Ce n'était pas un silence normal. C'était un silence de film, un silence de fin du monde. Comme si quelqu'un avait coupé le son. Tout l'oxygène a été aspiré de la pièce. Les petites cuillères se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Le tic-tac de la vieille horloge du salon, que je n'avais jamais remarqué auparavant, résonnait comme un marteau-piqueur. J'ai posé ma cuillère. Doucement. Elle a fait un léger clic contre la porcelaine. J'ai levé les yeux vers ma grand-mère. Elle souriait toujours, perplexe, attendant ma confirmation, un remerciement peut-être. J'ai tourné la tête vers ma mère, Martine. Elle était blanche. Pas pâle. Blanche. Blanche comme la nappe. Ses lèvres tremblaient. J'ai regardé mon père, Didier. Il fixait son assiette de bûche avec une intensité folle, comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Quel prêt, mamie? Ma voix est sortie. Un murmure. Basse, presque inaudible. Mais dans ce silence de cathédrale, elle a résonné comme un coup de canon. Mamie a perdu son sourire. Son front s'est plissé. Comment ça, quel prêt? Ben, tes prêts. Pour tes études à l'université. J'ai secoué la tête. Lentement. D'avant en arrière. Je n'ai jamais eu de prêt, mamie. Je me suis tournée vers mes parents. Ma mère commençait à trembler de tout son corps. J'ai quitté la fac en 2e année, ai-je dit, et cette fois, ma voix était plus forte. Précise. Tranchante. Je n'avais pas les moyens de payer les frais d'inscription et le loyer. Je vous l'ai dit. Je vous ai appelé ce soir-là, en pleurant. Vous vous souvenez? C'est là que le barrage a cédé. La réaction enchaîne. Maman, dont la main tremblait de façon incontrôlable, a voulu saisir son verre d'eau. Sa main a heurté la flûte de crément. Le verre s'est renversé sur la nappe blanche immaculée. Une tache rosée qui s'étendait, s'infiltrait, comme une hémorragie. Oh, non, la nappe, la belle nappe. A-t-elle balbutié, sa voix aiguë de panique. Papa a sursauté et a laissé tomber sa fourchette. Le clang métallique sur le carrelage a fait sauter tout le monde. Ce n'est pas ce que tu crois, Alix, a-t-il marmonné, sans jamais lever les yeux. C'est compliqué. Garance, exaspérée par cette interruption de sa dégustation, a levé les yeux au ciel. Oh là là, Alix, c'est Noël, franchement. Ne gâche pas tout avec tes histoires. C'est du passé. On s'en fiche. Quelles histoires, Garance, ai-je demandé, ma voix devenant glaciale. De quel argent on parle? Mais mamie ne regardait plus le vin renversé. Elle ne me regardait plus. Elle ne regardait que son fils. Mon père. Son visage, je n'avais jamais vu cette expression. Son sourire bienveillant avait disparu. Ses yeux bleus, d'habitude si calmes, étaient devenus 2 éclats de glace. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même. Il n'était plus gêné. Il était chargé d'accusations. Il était lourd de 8 ans de mensonges. Ma grand-mère a posé ses 2 mains à plat sur la table. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle allait parler. Et je savais,
au plus profond de mes os, que ce qu'elle allait dire allait faire exploser cette pièce, cette famille, et ma vie tout entière. Didier. La voix de mamie était si froide qu'elle aurait pu geler le vin renversé sur la nappe. Ce n'était pas un cri, mais un sifflement. Un ordre. Mon père a tressailli comme s'il avait été frappé. Mais il n'a toujours pas levé les yeux. Il était devenu un lâche recroquevillé sur sa chaise. Il fixait la tache de vin, comme si elle contenait sa propre condamnation. Didier, répéta T.L., plus fort. Regarde-moi. Lentement, terriblement lentement, il a levé la tête. Son visage était blême. Je t'ai transféré, à toi et à Martine, commença mamie, sa voix montant d'un cran à chaque mot, 40 000 euros. J'ai senti le sang quitter mon propre visage. 40 000 ? Chaque année. Sans exception. Le jour de l'anniversaire d'Alix. Depuis le jour où elle a eu 18 ans. Je ne pouvais plus respirer. J'ai fait le calcul mentalement. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 8 ans. 8 fois 40 000. 320 000 euros. Le chiffre a explosé dans mon cerveau. 320 000 euros. C'est l'argent de la fiducie, a continué mamie, sa voix tremblant de fureur contenue. L'argent de l'héritage de ton grand-père. L'argent des soyeux de la Croix-Rousse. L'argent que j'ai mis de côté pour elle. Uniquement pour elle. Je t'ai nommé fiduciaire. Cet argent était pour son éducation et pour qu'elle s'installe dans la vie. Elle a fait une pause, son souffle court. Nous sommes 8 ans plus tard. Cela fait 320 000 euros. Où est cet argent, Didier ? C'est là que ma mère, Martine, a éclaté. Pas en pleurs. En sanglots. Des sanglots hystériques, bruyants, qui déchiraient l'air. Maman, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Pas à Noël. C'est la famille. On peut en parler. On peut t'arranger. Parler de quoi, Martine, a rétorqué mamie. De votre vol ? De votre trahison ? Et là, mamie s'est levée. D'un seul mouvement. Elle n'est pas grande, ma grand-mère. Mais à cet instant, elle était la personne la plus grande, la plus terrifiante de la pièce. Toute la dignité, toute l'autorité de la matriarche de Lyon, la fille d'une lignée de marchands qui respectait la parole donnée, était là. Elle a pointé un doigt tremblant, non pas vers mes parents, mais vers mon frère. L'argent, il est tout ? Il est là. Au poignet de ton fils. Une montre à 15 000 euros que tu lui as offerte pour ses 22 ans. Puis elle s'est tournée, son doigt se déplaçant vers ma sœur, qui la regardait avec horreur. Il est là. Dans le dépôt de 40 000 euros que vous avez versé pour un mariage de princesse dans un château à Bordeaux. Elle a balayé la pièce du regard, ses yeux lançant des éclairs. Il est dans vos vacances à l'île Maurice. Il est dans cette maison que vous avez rénovée. Il est dans vos dîners, dans vos vêtements de marque. Enfin, son regard s'est posé sur moi. La fureur a disparu de ses yeux, remplacée par une douleur si profonde qu'elle m'a brisé le cœur. Sa voix s'est étranglée. Alix, ma petite. Pas un centime. Pas un seul centime n'est allé à toi. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà de ça. J'étais dans cet état de choc absolu où tout devient clair, limpide, terrifiant. Les 800 euros pour ma dent. Mon studio de 15 mètres carrés. L'odeur de la javel à 5 heures du matin. Les nuits blanches à la boulangerie. 320 000 euros. J'ai juste hoché la tête. Lentement, je me suis levée à mon tour. Mes jambes tremblaient si fort que j'ai dû m'agripper au dossier de ma chaise pour ne pas tomber. Merci, mamie, ai-je dit, et ma voix était étonnamment stable. Calme. Morte. Merci de m'avoir enfin dit la vérité. Je me suis tournée vers ma mère, qui pleurait, le visage caché dans ses mains. Et merci, maman. Merci de ne pas avoir payé les 800 euros pour ma dent. Je suis partie. J'ai pris mon vieux manteau d'Hécati sur le porte-manteau. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai regardé personne. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent glacial de décembre, la bise de Lyon,
m'a fouetté le visage. Il était plus chaud que l'air de cette maison. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais juste vide. Totalement vide. Mais ce vide n'allait pas durer. Il était sur le point de se remplir de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à de la fureur. J'ai marché. J'ai marché sans but dans les rues froides d'Écully, jusqu'à l'arrêt de bus. Je ne sentais pas le froid. J'étais anesthésié. Le trajet retour dans le bus de nuit, avec les quelques fêtards fatigués et les autres travailleurs de nuit, m'a semblé durer une éternité. Je voyais les gens rire, parler, vivre, et je me sentais comme une étrangère, comme un fantôme. Quand je suis rentré dans mon 15 mètres carrés, le silence était assourdissant. Le bourdonnement du petit réfrigérateur était le seul son. Il n'y avait pas de sapin. Pas de cadeau. Juste la réalité crue de ma vie, éclairée par la lumière blafarde d'un lampadaire de rue. Je me suis assise sur mon lit, mon manteau encore sur le dos. J'ai sorti la calculatrice de mon téléphone. 40 000 €. Fois 8 années. 320 000 €. Je regardais le chiffre sur l'écran. 320 000 €. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Un rire qui venait du plus profond de ma poitrine, un rire qui s'est presque transformé en sanglots. 320 000 €. Et il m'avait refusé 800 €. Il m'avait dit de prendre un Doliprane. Et soudain, dans le froid de mon studio, tout est devenu clair. D'une clarté terrifiante. J'ai compris la logique derrière leur cruauté. Mon père, Didier, a toujours été un commercial raté. Toujours à courir après le prochain gros coup, l'affaire du siècle, qui n'arrivait jamais. Il était plein de dettes, plein d'ego. Ma mère, Martine, vivait pour les apparences. Elle était terrifiée par le « qu'en dira-t-on », par l'idée que les voisins, que la famille, puissent penser qu'ils n'avaient pas réussi. Pour eux, Garance, la jolie influenceuse qui ramenait des partenariats, et Bastien, l'héritier, qui travaillait chez un chef étoilé, étaient des investissements. Ils étaient leur vitrine. Leur fierté. Ils étaient la preuve vivante de leur réussite sociale. L'argent dépensé pour eux n'était pas une dépense, c'était un placement pour leur propre ego. Et moi ? Moi, la fille silencieuse, l'aînée, la travailleuse acharnée qui ne demandait jamais rien ? Moi qui avais quitté l'université parce que je ne voulais pas être un fardeau ? Je n'étais pas un investissement. J'étais un coup. J'étais là, raté. Le mouton noir. Il ne m'avait pas fait de mal intentionnellement. C'était pire que ça. Il m'avait fait du mal par indifférence. Je n'existais tout simplement pas dans leur équation financière. J'étais invisible. Mon argent, l'héritage de mon arrière-grand-père, était devenu leur fonds de réserve secret, la caisse noire qu'ils pillaient pour financer la vie de leurs vrais enfants, leurs enfants réussis. Un souvenir m'est revenu, si douloureux que je l'avais enfoui au plus profond de moi. J'avais 19 ans. J'étais encore à la fac, mais je travaillais déjà de nuit dans un kebab pour payer mes livres et mon loyer. J'avais appelé mon père, surexcité. J'avais eu une idée. Une petite boutique en ligne de papeterie artisanale. J'avais fait une étude de marché, j'avais un plan. J'avais juste besoin d'un petit conseil, peut-être d'un micro-prêt de 1 000 € pour démarrer. Il avait ri. Je me souviens de son rire. Alix, laisse le commerce à ton frère, d'accord ? C'est un homme, il a la tchatch. Toi, trouve-toi juste un petit travail stable, un travail de fonctionnaire, un truc tranquille. C'est mieux pour toi. Il m'avait écrasé. Cette nuit-là, dans mon studio, la colère a commencé à monter. Une colère froide, calculatrice. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon temps. Mes opportunités. Mes rêves. Ils m'avaient volé la personne que j'aurais pu devenir si je n'avais pas été écrasé par la nécessité de survivre, pendant qu'ils dépensaient mon avenir. À 5 heures du matin, ma décision était prise. L'alarme pour aller nettoyer les bureaux de la Pardieu a sonné. Je l'ai éteinte. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Je n'irai pas. Ni aujourd'hui, ni demain. J'allais à la bibliothèque municipale.
J'allais à la guerre. J'allais déterrer chaque reçu, chaque virement, chaque mensonge. J'allais récupérer ma vie. Le 26 décembre. Tandis que le reste de Lyon se promenait dans le vieux Lyon illuminé où finissaient les restes du réveillon, j'étais à la bibliothèque municipale de la Pardieu. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de relations. Je n'avais même pas d'ordinateur portable. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé que j'acquérais, la clarté. Et une rage froide qui me tenait lieu de caféine. Je me suis assise devant un de ces vieux ordinateurs publics qui sentent la poussière chaude et le plastique fatigué. J'ai commencé à creuser. J'avais besoin de preuves. Les paroles de mamie, aussi puissantes soient-elles, étaient une accusation. J'avais besoin de documents légaux. Je me suis souvenu de quelque chose. Pour mes 18 ans, mamie m'avait donné une belle carte, et à l'intérieur, il y avait une copie d'un document officiel. Un acte de fiducie. Je l'avais rangé dans une boîte à chaussures sous mon lit, avec mes vieux bulletins de notes, pensant que c'était juste un de ces papiers de grand, sans importance réelle. Je l'avais complètement oublié. Mais je me souvenais des termes. Fonds fiduciaire Geneviève Durand. J'ai commencé par là. J'ai retrouvé mon ancien portail étudiant de Lyon 2. J'ai retrouvé mes relevés de frais de scolarité, puis l'arrêt brutal des paiements, au début de ma 2e année. Le moment où j'avais dû abandonner. Ensuite, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai essayé de me connecter à l'espace client de la banque de mes parents. Quand j'avais 16 ans, ils m'avaient donné un accès consultatif à leur compte joint, pour que je puisse vérifier quand ils me versaient mon argent de poche. C'était il y a 10 ans. Dans leur arrogance, dans leur certitude absolue que j'étais trop stupide, trop dépassée, ou trop occupée à survivre pour jamais aller vérifier, ils n'avaient jamais pensé à révoquer cet accès. J'ai tapé le vieil identifiant. L'ancien mot de passe. Connexion réussie. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'en avais le souffle coupé. J'ai filtré les opérations. J'ai tapé les dates. Les 8 dernières années. C'était là. Noir sur blanc. Chaque année, à la date de mon anniversaire, le 15 mars. Virement entrant, fiducie G. Durand, montant, plus 40 000,00 €. Et puis, l'horreur. La preuve méthodique de leur pillage. Quelques jours, parfois quelques heures seulement après l'arrivée des fonds. 19 mars, année 1, virement sortant, concessionnaire BMW Lyon, montant, 22 000 €, 2 avril, année 2, virement sortant, agence voyage DELUXE, montant, 8 000 €, leurs vacances à l'île Maurice, 17 mars, année 4, virement sortant, horlogerie DELUXE, Paris 8 accent grave ME, montant, 15 000 €, la montre de Bastien, 20 mars, année 7, virement sortant, acompte Château DELUXE, Bordeaux, montant, 40 000 €, le mariage de Garance. Il y avait tout. Les paiements pour les rénovations de la maison. Les retraits massifs en espèces juste avant l'été. C'était méthodique. C'était éhonté. C'était un pillage systématique de mon avenir. J'ai utilisé tout mon crédit d'impression de la bibliothèque. J'ai imprimé chaque relevé mensuel des 8 dernières années. La pile de papier était épaisse, encore chaude à la sortie de l'imprimante. Chaque page était une balle dans le cœur de leur mensonge. Je suis sorti de la bibliothèque, le dossier serré contre ma poitrine comme une armure. J'ai pris le tramway C3 jusqu'à la Croix-Rousse. Le trajet m'a semblé durer une éternité. 45 minutes pendant lesquelles ma colère s'est transformée en acier froid. Ce n'était plus de la rage. C'était de la résolution. Je suis arrivé devant l'appartement de mamie. Elle a ouvert. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Je n'ai pas dit un mot. Je suis entré dans sa cuisine. J'ai étalé les feuilles, une par une, sur sa vieille table en bois de chêne. Elle s'est assise. Elle a regardé les relevés. Sa main, posée sur la table, tremblait. Elle a relevé les yeux vers moi. Sa voix s'est brisée. Ils m'ont menti, Alix. Pendant 8 ans. Chaque fois que je demandais de tes nouvelles. Chaque fois que je demandais pourquoi tu n'étais pas là pour Noël. Que disait-il, ai-je demandé, ma voix vide de toute émotion.
Il disait que tu étais dans une école d'art privée très chère à Paris. Une école très exclusive. Il disait que tu étais si occupée, si heureuse. Que tu travaillais si dur que tu ne voulais pas être dérangée. J'ai eu un rire sec. Un rire qui a surpris même moi. Une école d'art, mamie? La seule école d'art que j'ai vue, c'est le sol sale des bureaux de la Pardieu, que j'ai appris à faire briller comme un miroir. C'est ça, mon article. L'art de l'eau de Javel. Le visage de mamie s'est durci. Toute trace de tristesse a disparu. Ce n'était plus une grand-mère en deuil. C'était une générale. Une générale sur le point d'entrer en guerre. Le changement sur le visage de mamie Geneviève était terrifiant et magnifique à la fois. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une fureur froide, une indignation ancestrale. Elle venait de cette vieille bourgeoisie lyonnaise, ces familles de soyeux, les marchands de soie, qui ont bâti la ville sur l'honneur, le travail et la parole donnée. Pour ces gens-là, l'héritage n'est pas seulement de l'argent, c'est un nom. C'est une lignée. Et mon père, son propre fils, venait de trahir les trois. Elle s'est levée d'un bloc. Elle est allée dans sa chambre sans un mot. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer d'un coup sec. Quand elle est revenue, elle ne portait plus sa robe de chambre matelassée. Elle portait son meilleur manteau de laine, un vieux carré de soie parfaitement noué autour de son cou. Ses cheveux blancs étaient tirés en un chignon impeccable. « Viens. » C'était le seul mot qu'elle a dit. Un ordre. Nous n'avons pas pris le bus. Elle a composé un numéro sur son téléphone. Un taxi. Rue de la Croix-Rousse. Tout de suite. 10 minutes plus tard, nous étions dans un taxi, direction la presqu'île. Nous nous sommes arrêtés devant l'agence principale du LCL. Mamie n'a pas fait la queue. Elle a marché droit vers le bureau d'accueil, son dossier de preuve sous le bras. Je veux voir le directeur d'agence. Monsieur Martin. Dites-lui que c'est Geneviève Durand. C'est urgent. La jeune femme à l'accueil a dû sentir l'autorité dans sa voix, car 5 minutes plus tard, nous étions dans un bureau vitré surplombant la place des terreaux. Monsieur Martin, un homme grisonnant que mamie connaissait visiblement depuis 30 ans, nous a accueillis avec un sourire nerveux. Mamie n'a pas souri en retour. Elle n'a pas accepté le café qu'il proposait. Elle a posé la liasse de papier sur son bureau. Le son mat du dossier a résonné dans le bureau. Bernard, a-t-elle commencé, sa voix glaciale. Mon fils, Didier Durand, et sa femme, Martine. Ils ont détourné 320 000 € de la fiducie de ma petite fille, Alix, que voici. Le directeur est devenu blême. Il a ouvert le dossier, a feuilleté les relevés bancaires surlignés. Ses mains ont commencé à trembler. Geneviève, c'est un abus de confiance aggravé sur les 8 dernières années, a continué mamie, implacable. Je veux un gel immédiat de tous leurs comptes. Personnel et joint. À compter de maintenant. Pas un centime de plus ne doit bouger. Geneviève. Balbutia-t-il. Je ne peux pas faire ça sur le champ. C'est une procédure. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de vol, Bernard, le coupa t-elle. Et si vous ne le faites pas dans l'heure, je déplace tous mes avoirs, et ceux de la fiducie, de cette banque avant ce soir. Ai-je été clair? Il a dégluti. Il a pris son téléphone. Oui, Geneviève. Très clair. En sortant de la banque, le soleil d'hiver me semblait plus brillant. Mais ce n'était pas fini. Elle m'a emmené directement chez son notaire, maître Bernard, dans le 6e arrondissement. Le même homme qui avait rédigé l'acte de fiducie des années plus tôt. Nous étions dans son bureau lambrissé, sentant le cuir, le bois ciré et le vieux papier. Maître Bernard, un homme âgé à la mine sévère, a lu les documents, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Il a lu l'acte de fiducie original, puis les relevés bancaires. Finalement, il a posé ses lunettes sur son bureau. Geneviève. C'est plus qu'un drame familial. Ils ont sciemment violé une obligation fiduciaire. Ils ont menti à un dépositaire légal. C'est criminel. Ce n'est pas seulement une dette civile, c'est un délit pénal. Mamie a hoché la tête. Alors, commençons la procédure criminelle.
C'était la première fois de ma vie. La première fois que quelqu'un se battait pour moi. Que quelqu'un prenait ma douleur, ma vie, au sérieux. Avoir un allié, un vrai, ça change tout. Vous savez, si vous avez une Geneviève dans votre vie, quelqu'un qui se battrait pour vous sans poser de questions, chérissez-la. Dites-le lui. Parce que ce jour-là, elle ne m'a pas seulement donné un avocat. Elle m'a rendu ma colonne vertébrale. Je suis rentrée à Vénissieux ce soir-là, épuisée. Mais pour la première fois, mon cœur n'était plus un poids. C'était une arme. Je me suis regardée dans le petit miroir de ma salle de bain. Les cernes étaient toujours là. Mes lèvres étaient gercées. Mais mes yeux, il y avait un feu dans mes yeux. Ils pensaient m'avoir enterrée. Ils n'avaient fait que planter une graine. Et maintenant, elle germait. Ils allaient apprendre ce qui pousse dans l'ombre de l'indifférence. Début janvier. Le calme avant la tempête. Mes parents ne savaient encore rien. Le gel des comptes prend quelques jours ouvrables, surtout avec le nouvel an qui était passé par là. Le courrier officiel du notaire, la mise en demeure, n'était pas encore parti. Il pensait s'en être tiré. Il devait penser ça. Il devait penser que mamie avait fait une crise de colère à Noël, que j'avais boudé, que j'étais partie en claquant la porte, et que tout allait, comme toujours, se tasser. Il comptait sur la honte, sur le secret de famille. Il comptait sur le fait que mamie n'oserait jamais exposer son propre fils à la justice. C'est là que mamie a été brillante. Elle a été stratégique. Elle les a appelés. J'étais avec elle, dans sa cuisine, quand elle l'a fait. J'ai entendu la voix qu'elle a prise. Une voix fatiguée, presque conciliante. Didier, Martine, a-t-elle commencé. Nous ne pouvons pas rester sûrs, sur ce qui s'est passé à Noël. C'est une nouvelle année. Venez dimanche. Nous allons manger la galette des rois. Toi aussi, Alix, elle a fait semblant de me parler, j'insiste pour que tu sois là. Il faut qu'on parle. En famille. Calmement. C'était un piège. Un piège parfait. En raccrochant, elle m'a regardé. Ils vont venir. Comment le savez-vous? Parce qu'ils sont lâches, a-t-elle dit. Ils pensent que j'ai peur du scandale. Ils pensent qu'ils vont venir, s'excuser à demi-mot, et que je vais leur pardonner pour sauver les apparences. Ils viennent pour sauver leur peau, pas pour s'excuser. Dimanche est arrivé. Je suis retournée à la Croix-Rousse. Cette fois, je n'avais pas peur. Je n'étais pas la victime invitée au dîner. J'étais l'allié. J'étais assise à côté de mamie, à la tête de la table. J'avais apporté mon propre dossier de preuve, une copie de celui du notaire. Ils sont arrivés. Mon père, Didier, est entré le premier. Il s'est figé en me voyant assise là, si calme, si droite, à côté de sa mère. Il a tenté un rire nerveux, ce rire faux que je connaissais si bien. Ah, Alix. Tu es là, toi aussi. Bien, bien. C'est bien de te voir. Tu as l'air en forme. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Ma mère, Martine, le suivait, l'air anxieux, les yeux fuyants. Elle n'a pas croisé mon regard. Garance et Bastien sont arrivés en dernier, traînant les pieds, clairement agacés d'être là. Sérieux, mamie, une galette? C'est tellement démodé, a dit Bastien en s'asseyant. J'espère au moins qu'elle est à la frangipane, pas à la pomme. Nous nous sommes assis. L'atmosphère était irrespirable. Personne ne parlait du soir de Noël. C'était le non-dit parfait, l'éléphant dans le couloir. Mamie a apporté la galette. Elle était magnifique, dorée, brillante. Voyons voir qui sera le roi ou la reine cette année, a-t-elle dit d'une voix parfaitement neutre. Elle a coupé les parts. Elle a servi tout le monde. Nous avons commencé à manger dans un silence de mort. On n'entendait que le bruit des fourchettes sur les assiettes. Bastien a mâché sa part avec dédain, puis il a froncé les sourcils. Il a fouillé dans son assiette avec sa fourchette. Attends. Il n'y a pas de fèves. La petite figurine en porcelaine traditionnellement cachée dans la galette. Il a regardé mamie, presque avec accusation, comme si elle avait commis un crime de lèse-majesté. Mamie, tu as oublié la fève?
Mamie Geneviève a posé sa fourchette. Doucement. Elle a essuyé ses lèvres délicatement avec sa serviette en tissu. Non, a-t-elle dit, sa voix coupant le silence comme un rasoir. Je n'ai pas oublié. Il n'y a pas de fèves cette année. Elle a regardé mon père droit dans les yeux. Parce qu'il n'y a pas de jeu, Didier. La récréation est terminée. Elle s'est penchée. De son sac à main posé à ses pieds, elle a sorti une épaisse enveloppe Kraft. La même que j'avais préparée. Elle l'a fait glisser sur la table en bois poli. L'enveloppe a glissé, tournoyant légèrement, avant de s'arrêter juste devant l'assiette de mon père. Il n'a pas bougé. Il fixait l'enveloppe comme si c'était un serpent. Ouvre-la, a ordonné mamie. Didier l'a ouverte. Ses mains tremblaient. Son visage? Je n'avais jamais vu un homme passer du rouge de la gêne au blanc cireux de la panique aussi rapidement. Le sang a littéralement quitté son visage. Il a sorti les papiers. Les relevés bancaires surlignés. Les 8 dernières années. Le piège venait de se refermer. Didier regardait les papiers, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son n'en sorte. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Martine s'est penchée, ses yeux larmoyants fixés sur les feuilles. Qu'est-ce que c'est? Maman? Je ne comprends pas. Ce sont juste des chiffres. Sa voix était un filet suppliant. Ce sont les 320 000 € d'Alix, dit mamie, implacable. Chaque centime. L'argent que vous avez volé. C'est Garance qui a explosé en premier. Pas de larmes, pas de honte. De l'arrogance pure. L'arrogance de l'enfant gâté à qui on n'a jamais rien refusé. Mais enfin, mamie, pourquoi tu fais ça, a-t-elle crié, son visage rouge de colère. C'est ridicule. C'est notre famille. Et de toute façon, Alix avait abandonné la fac. C'était de l'argent perdu. C'est elle qui a échoué. Au moins, nous, on l'a utilisé pour construire nos carrières. Pour faire quelque chose de nos vies. J'ai tourné la tête vers ma sœur. Le choc de ces mots était presque aussi violent que la découverte du vol. C'était de l'argent perdu. C'est ce qu'elle pensait de moi. C'est ce qu'ils pensaient tous. Je n'étais rien. Mon avenir était perdu d'avance. Bastien a renchéri, avec ce petit rire méprisant que je détestais, le rire de celui qui se sait supérieur. Exactement. C'est de l'argent de famille, non? C'est pas comme si elle en avait besoin. Regardez-la. Elle peut très bien gagner sa vie en faisant des gâteaux à l'usine. En faisant des gâteaux. Ce fut la phrase de trop. La goutte d'eau qui a fait déborder un barrage de 8 ans de douleur et d'humiliation. Je me suis levée. Si lentement que ma chaise a à peine grincé. Toute la fatigue de mes 26 ans, toute la crasse de l'usine, toute la douleur de ma dent, tout est remonté. En faisant des gâteaux, ai-je répété, ma voix basse et tremblante de rage contenue. Bastien a souri, arrogant. Ben oui. C'est ce que tu fais, non? Bastien, ai-je dit, et ma voix a commencé à monter. Je travaille 80 heures par semaine. 80 heures. Je me lève à 3 heures du matin pour que des gens comme toi aient leur croissant chaud. Je ne fais pas des gâteaux. Je survis. Est-ce que tu sais ce que c'est, l'odeur de la pâte à pain industrielle qui a tourné à 4 heures du matin? Est-ce que tu sais ce que c'est de pleurer de fatigue dans le vestiaire parce que tu as encore 4 heures de nettoyage de bureau devant toi? Je me suis tournée vers Garance. Tu construis ta carrière? Ta carrière de photo Instagram? Tu sais ce que c'est, l'odeur de l'eau de Javel à 5 heures du matin? Tu sais ce que c'est de nettoyer les toilettes de gens qui ont ton âge, en priant pour qu'ils ne te voient pas, en te cachant quand ils arrivent? Enfin, je me suis tournée vers ma mère. Elle pleurait, le visage dans ses mains. Quand j'ai eu mal aux dents, maman. Quand je t'ai supplié. Quand je t'ai demandé 800 €. Ce n'était même pas votre argent. C'était le mien. Vous aviez 320 000 € de mon argent sur votre compte. Et vous m'avez laissé souffrir. Vous m'avez dit de prendre un Doliprane. J'ai repris mon souffle. Ce n'est pas de la famille. C'est de la cruauté. C'est monstrueux. Le silence est retombé. Garance et Bastien me regardaient avec une haine pure.
Ils n'étaient pas honteux. Ils étaient furieux. Furieux d'avoir été découverts. Furieux que la ratée ose leur parler. Mamie s'est levée à son tour. Elle a posé sa main sur mon épaule. C'était la première fois qu'elle me touchait avec autant d'affection depuis que j'étais enfant. Elle a regardé mon père, qui était maintenant gris. Maître Bernard, notre notaire, vous contactera demain, lundi, avec les détails de la procédure. Vos comptes sont déjà gelés. L'horreur sur leur visage à ce moment-là. Gelés, a balbutié Martine. Maintenant, a dit Mamie, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Sortez de chez moi. Ils sont partis. Non pas en colère. Mais en état de choc. Comme des somnambules. Quand la porte d'entrée s'est refermée, mes jambes ont lâché. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis cette histoire, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la fille de 18 ans que j'avais été, pleine de rêves. Et j'ai pleuré pour la femme épuisée que j'étais devenue. La guerre n'était pas finie. Elle venait de devenir officielle. Le lundi matin, la bombe atomique a explosé pour de bon. J'étais à l'usine. Les mains dans la farine, le bruit assourdissant des pétrins industriels dans les oreilles. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma blouse. C'était un message de Mamie. Une simple photo. La photo montrait la porte d'entrée de la maison de mes parents à Écully. Devant la porte, il y avait ma mère, en robe de chambre, les cheveux en bataille, l'air hagard. Et face à elle, un homme en costume sombre, tenant une mallette. Un huissier de justice. Il leur signifiait officiellement le gel des comptes et la mise sous séquestre de la maison en vue de la procédure de remboursement. Je suis allée dans le vestiaire. L'odeur de sueur et de levure était étouffante. Je me suis assise sur un banc en bois froid. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. C'était réel. Ce n'était pas un cauchemar. C'était enfin en train d'arriver. Mais la bête blessée est la plus dangereuse. Il n'allait pas se laisser faire. Le premier appel est venu de Bastien. J'étais dans le bus, entre mes deux boulots, essayant de dormir quelques minutes, la tête contre la vitre froide. Sa voix n'était pas en colère. Elle était pire. Elle était faussement inquiète. Manipulatrice. Alix ? Sébastien. Écoute, je m'inquiète vraiment pour Mamie. Mon cœur s'est serré instantanément. La peur. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle va bien ? Non, elle ne va pas bien, Alix. Elle est tellement stressée. Tu lui fais faire n'importe quoi. Tu la montes contre nous. Tu es en train de tuer Mamie. Elle a 75 ans. Le médecin a dit qu'elle ne devait pas subir de chocs émotionnels. Si quelque chose lui arrive, si elle fait une crise cardiaque, ce sera de ta faute. Entièrement de ta faute. Une seconde. Une fraction de seconde. J'ai failli y croire. La culpabilité, cette vieille amie, cette arme qu'ils avaient toujours utilisée contre moi, m'a saisi la gorge. Mon Dieu, et si c'était vrai ? Et si je poussais trop loin ? Mais j'ai regardé par la fenêtre du bus. J'ai vu mon propre reflet fatigué. Et la graine de fureur, l'acier froid qui s'était formé en moi, s'est réveillée. La seule personne qui stresse Mamie, ai-je dit d'une voix blanche, c'est toi. C'est papa. C'est maman. Ce sont vos mensonges depuis 8 ans. C'est votre vol. Ne m'appelle plus jamais pour me dire ça. J'ai raccroché. Le deuxième appel est venu 2 jours plus tard. Ma mère. Elle ne pleurait pas. Elle hurlait. Des larmes de panique pure, de rage. Alix. Alix, espèce d'ingrate. Qu'est-ce que tu as fait ? Ils ont tout bloqué. Ta grand-mère a tout bloqué. On ne peut même pas acheter une baguette. La carte ne passe plus au supermarché. J'ai fermé les yeux. J'étais dans mon studio. Le silence. De l'argent pour manger, ai-je répété, sans émotion. Oui. On n'a plus rien. C'est toi qui as fait ça. Tu vas nous laisser mourir de faim ? Et là, j'ai repensé à ma dent. À ma douleur. À ma supplication. À mes 800 €.
Quand je t'ai appelé, ai-je dit, et ma voix était calme, terriblement calme. Il y a 6 mois. J'étais en larmes. J'avais un abcès qui me lançait dans le crâne. Je t'ai supplié pour 800 €. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, maman? Elle a sangloté. Alix, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas. Si, maman. C'est exactement pareil. Tu m'as dit de prendre sur moi. Tu m'as dit que ça allait passer, point. J'ai fait une pause. Alors, je te le dis aujourd'hui, prends sur toi. Ça va passer. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil, juste avant qu'elle ne soit coupée, était plus satisfaisant que n'importe quel cri de victoire. Leur carte était bloquée. Leur monde de mensonges s'effondrait. Et moi, pour la première fois, je tenais le mien. Le processus judiciaire a été long et éprouvant. Les drames familiaux sont les pires. Les avocats de mes parents ont tout tenté. Ils ont tenté de plaider l'arrangement familial. Ils ont dit que c'était un prêt que j'avais accepté verbalement. Ils ont dit que j'étais mentalement instable et influencé par une grand-mère sénile. Ils ont dit que l'argent avait été utilisé pour le bien-être de tous les enfants, pour maintenir le standing de la famille. Mais maître Bernard et mamie étaient des requins. La fiducie était un document blindé. L'acte notarié était clair, dédié exclusivement à l'éducation et à l'installation de mademoiselle Alix Durand. Les relevés bancaires étaient la preuve irréfutable de l'abus de confiance. Nous sommes arrivés au jour de l'audience. Au palais de justice de Lyon. Les 24 colonnes massives de l'entrée n'ont jamais semblé aussi imposantes. J'avais l'impression d'entrer dans un temple. J'avais pris un jour de congé sans solde. Je portais un blazer noir que j'avais trouvé à Emmaüs pour 5 €. Mes chaussures étaient usées, mais parfaitement cirées. Mamie était à côté de moi, droite comme un lit, dans son meilleur tailleur en tweed. Eux étaient de l'autre côté de la salle. Ils avaient l'air défaits. Mon père avait vieilli de 20 ans. Les traits de son visage s'étaient affaissés. Il était gris. Ma mère était grise. Elle fixait ses mains, tremblantes. Garance, sans son maquillage et ses filtres Instagram, ressemblait à une adolescente boudeuse et fatiguée. Bastien fixait le sol, les mâchoires serrées. Ils étaient méconnaissables. Le masque de la réussite était tombé, et ce qu'il y avait en dessous n'était pas joli à voir. La juge, une femme à l'air sévère mais juste, a écouté les deux parties. Les avocats de mes parents se sont noyés dans des explications confuses. Puis la juge m'a regardé. Mademoiselle Durand. Voulez-vous faire une déclaration? Je ne l'avais pas prévu. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Maître Bernard m'a fait un léger signe de tête. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix, quand elle est sortie, était claire. Madame la juge, ai-je commencé, en regardant droit devant moi. Pendant 8 ans, j'ai cru que j'étais un échec. J'ai cru que j'étais moins que rien. J'ai cru que j'étais un fardeau pour ma propre famille. Quand j'ai dû abandonner mes études, j'ai cru que c'était de ma faute. Que je n'étais pas assez intelligente, pas assez forte pour gérer les études et un travail. J'ai fait une pause, et j'ai repensé à ma dent. Quand j'ai dû me faire arracher une dent de sagesse infectée sans anesthésie correcte, dans un hôpital public, parce que je n'avais pas 800 €, j'ai cru que c'était de ma faute. Que j'aurais dû travailler plus dur, économiser plus. Pendant tout ce temps, ils utilisaient l'argent qui m'était destiné, l'argent de l'héritage de mon arrière-grand-père, pour acheter des montres de luxe, des mariages dans des châteaux et des vacances à l'autre bout du monde. J'ai enfin tourné la tête et je les ai regardés. Pour la première fois, ils ont été forcés de me regarder aussi. Sans mépris. Avec peur. Ils n'ont pas seulement volé mon argent, madame la juge. Ils ont volé mon temps. Ils ont volé ma santé. Ils ont volé ma jeunesse. Ils ont volé mon estime de moi. Ils n'ont pas échoué à m'aider. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je me suis rassise. Le silence dans la salle d'audience était total. Le verdict est tombé 1 heure plus tard. Il a été clair, net et précis. Violation d'obligations fiduciaires. Abus de confiance aggravé.
La Cour ordonne la restitution intégrale des 320 000 €, plus les intérêts légaux. La maison d'Écully sera saisie et vendue pour couvrir la somme. Garance et Bastien sont reconnus comme receleurs de fonds détournés et sont sommés de rembourser la valeur des biens acquis frauduleusement, la montre et l'acompte du mariage à la fiducie. La juge a levé les yeux vers moi. Mademoiselle Alix Durand, la Cour vous rétablit dans vos droits. Je suis sortie du tribunal. J'ai respiré l'air frais du quai de Saône. Je n'ai pas ressenti de joie. Ni de vengeance. J'ai ressenti de l'oxygène. Pour la première fois depuis 8 ans, je pouvais respirer. 3 mois plus tard. Je suis dans mon nouvel appartement. Ce n'est pas grand. C'est un T1, un une pièce, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il n'est pas luxueux, mais la fenêtre donne sur des arbres, et je n'entends pas mes voisins. Il est calme. Et il est à moi. J'ai quitté mes 2 emplois. Je dors. Pour la première fois depuis des années, je dors des nuits complètes. Sur la table de la cuisine, il y a une enveloppe de la banque. Le chèque de la restitution. La maison a été vendue. Après que les avocats et la justice aient pris leur part, il reste 210 000 €. Je n'y ai pas touché. Pas encore. Je le regarde depuis une semaine. Ce n'est pas de l'argent. C'est une lettre. C'est la preuve. C'est 8 années de ma vie. C'est la dent de sagesse. Ce sont les nuits blanches à l'usine. Ce sont les milliers de toilettes que je n'aurai plus jamais à nettoyer. C'est un avenir. Mamie vient me voir tous les dimanches. Elle apporte toujours une tarte aux pralines, la spécialité de Lyon. Nous parlons de tout, sauf d'eux. La semaine dernière, elle est venue avec un dossier. Elle l'a posé sur la table, à côté du chèque. C'étaient des brochures d'université. Des cours du soir. Des formations pour créer sa propre entreprise. Si tu veux réessayer, Alix, m'a-t-elle dit doucement. Peu importe ce que c'est. L'art, le commerce de papeterie, peu importe. Cette fois, c'est toi qui choisis. Et cette fois, je serai ton garant. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste su que, quoi que je fasse, je le ferai pour moi. Et eux? Ils ont tout perdu. La maison à Écully a été vendue. Ils vivent désormais dans un petit HLM, logement social, à Rieux-la-Pape, de l'autre côté de la ville. Mon père, incapable de retrouver un travail de commercial à son âge, fait de la manutention. Ma mère, qui n'avait jamais vraiment travaillé, fait des ménages. Garance a dû annuler son mariage au château. Son fiancé, apprenant qu'il n'y avait plus d'argent, l'a quitté. Elle a supprimé son compte Instagram. Bastien a dû vendre sa montre. Il a été renvoyé de son stage à Paris, le scandale était remonté aux oreilles du chef, et travaille maintenant dans une brasserie à Villeurbanne. Ils ont essayé de me contacter. Des messages de haine, puis de pitié, puis de haine à nouveau. Je les ai bloqués. Ils peuvent garder leur silence. J'ai grandi au-delà de leur bruit. Parfois, la nuit, je repense à tout ça. La liberté, ce n'est pas quelque chose qui arrive avec un joli ruban. Elle arrive enveloppée de verres brisés, de nuits blanches et de cicatrices que personne ne voit. Mais elle est à moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était important pour moi de la partager, de mettre des mots sur ces 8 années de silence. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez déjà ressenti ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être invisible dans votre propre famille, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous ne sommes pas seuls. Ces histoires doivent être racontées. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous croyez que la justice, même si elle est lente, même si elle est douloureuse, finit par arriver. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Je vous laisse avec cette pensée, ils ont essayé de m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. Prenez soin de vous.